chers intervenants, Monsieur Dabi, Monsieur Spittler, chère Nadia Pantel, cher public ici à la Maison Heinrich Heine et en distanciel devant vos écrans. C'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour un débat hybride sur les valeurs et convictions des jeunes générations en France et en Allemagne et peut-être en Europe. Quelles sont les convictions, les espoirs et les craintes des jeunes d'aujourd'hui? Quels sujets politiques leur tiennent à cœur? Quelle est leur perception de l'action publique et comment votent-ils? Ce sont des questions fondamentales que l'on peut poser aussi bien à la jeunesse française qu'allemande. Cette dernière, connue pour son engagement écologique dans le mouvement Fridays for Future, a surpris les analystes politiques lors des dernières élections fédérales en septembre 2021, qui se sont traduites par une forte poussée électorale pour les Verts et les libéraux, un phénomène difficile à déchiffrer. Dans son livre « La fracture », le voilà, comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession, ses valeurs, ses choix, ses révoltes, ses espoirs, le politologue Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP, dresse un panorama des 18 à 30 ans d'aujourd'hui. Il s'appuie sur des enquêtes menées sur plus d'un demi-siècle afin de comprendre les transformations de la jeunesse française, les fractures au sein même de cette génération et en comparaison avec leurs aînés. Le livre « La fracture » de Frédéric Dabi et Stuart Shaw figure d'ailleurs dans la shortlist du prix du livre politique en 2022 et on souhaite bon succès. 12 février. D'accord, bon, on croise les doigts. Basé sur une grande enquête d'opinion de l'IFOP en 2021, menée à plusieurs reprises depuis les années 1950, puis interrompue pendant 2 décennies, l'enquête de cette année révèle une véritable fracture avec les autres générations. C'est une jeunesse insaisissable, une génération à part à laquelle on accole facilement des étiquettes, mais elle est beaucoup plus diverse que cela, dit l'auteur Frédéric Dabi. Ce livre montre qu'on ne peut pas réduire cette jeunesse à la génération sacrifiée, génération pleurnicheuse ou génération Covid. Fin de citation. Lors de cette soirée, Frédéric Dabi et le politologue allemand Marco Spittler échangeront leur point de vue sur les jeunesses françaises et allemandes. Marco Spittler est chercheur au département démocratie et démocratisation du WZB, du Wissenschaftszentrum für Sozialforschung à Berlin, on pourrait dire l'Institut des sciences sociales à Berlin. Il travaille notamment sur l'opinion et la participation politique des jeunes de différents pays européens. Il a notamment contribué à la grande enquête sur la jeunesse de la Fondation TUI, publiée en 2021. Depuis 2017, cette enquête est réalisée tous les ans et porte sur les jeunesses européennes, leurs opinions politiques et leurs avis sur l'Europe. Je suis ravie que nous ayons pu réunir ces 2 spécialistes ce soir pour mieux connaître les opinions et valeurs des jeunesses en France, en Allemagne et en Europe dans une perspective comparative. Et je suis très heureuse que la jeune correspondante de la Süddeutsche Zeitung à Paris, Madame Nadia Pantel, ait accepté de diriger ce débat et je lui passe la parole. Merci beaucoup, vielen Dank. Ich mache meine kleine Einführung jetzt der Gerechtigkeit halber, en allemand, auf Deutsch, weil ich auf einem Podium sitze, wo ich tatsächlich zwischen 2 Menschen vermitteln muss, die sich, beziehungsweise wo unsere hervorragenden Dolmetscher die Aufgabe übernehmen müssen, dass ihre beiden Datensätze miteinander sprechen können. Und ich glaube tatsächlich, dass das heute Abend eine echte Chance ist, dieses Buch von Herrn Dabi nochmal zu bereichern durch Ihre Analyse und dass wir durch diesen Vergleich einiges erfahren werden, weil es tatsächlich größere Unterschiede auch gibt zwischen der Selbstwahrnehmung der französischen und der deutschen Jugend
Und es ist auch, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt zwischen der Bundestagswahl und der Präsidentschaftswahl, darüber zu sprechen, wie Politik von Jugend beeinflusst wird und wie Politik für Jugend gemacht wird auch. Und damit würde ich jetzt auch beginnen wollen, und zwar mit Ihnen, Herr Dabi, dass Sie einen kleinen Vortrag darüber halten, wie wir es vereinbart haben, warum Sie dieses Buch geschrieben haben, wie es dazu kam, was die Hauptanalyse ist. Et puis pour après, je vais vous poser toutes les questions en français. C'était juste pour le début. Je me mets un petit minuteur. Voilà. Merci infiniment. Merci, Madame la Présidente, pour votre accueil. C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici, à cette maison Heinrich Heine. J'étais venu jadis pour parler, non pas de la jeunesse, mais des comportements électoraux. Je crois qu'on avait parlé de l'abstention, si je me trouve bien, qui était déjà un problème français, qui continue à être un problème français, et peut-être aussi en Allemagne. Ravi de faire la connaissance de Markus Spittler. Alors, pourquoi ce livre? C'est vrai que c'est mon premier livre. J'ai écrit pas mal d'articles politiques, électoraux, mais de par ma pratique professionnelle, je travaille à l'IFOP, que vous connaissez sans doute, le plus ancien institut de sondage français, créé en 1938. Le premier sondage IFOP, c'était un sondage sur les accords de Munich, donc un sujet grave pour ne pas dire gravissime. Mais l'IFOP a toujours eu une profondeur historique, vous en parliez, sur les données que j'ai utilisées pour cette enquête. Pourquoi écrire un livre sur la jeunesse? C'est que dans ma pratique professionnelle à l'IFOP, j'ai pu observer au fur et à mesure des années, à travers des enquêtes d'opinion, d'abord des différences, puis des clivages, puis pour ne pas dire après des fractures entre ce que nous disaient dans les enquêtes l'ensemble des Français, donc les échantillons de plus de 18 ans ou plus de 15 ans, et ce que nous disaient spécifiquement les Français âgés de 18-25 ans, de 18 à 30 ans. La jeunesse est une période transitoire, il n'y a pas de borne générationnelle particulière. En ce moment, on s'intéresse beaucoup aux primo-votants, aux 18-23 ans, ceux qui vont voter pour la première fois à l'élection présidentielle, vous en parliez. Je suis resté sur les 18-30 ans, mais voilà, la jeunesse n'est pas un bloc monolithique, on va le voir. Et ce qui a été un véritable déclencheur sur ces fractures, sur ces différences de réponses qui sont bien sûr courantes. La génération est souvent constitue un clivage important dans la formation des opinions, des attitudes et des comportements. Ce qui a été un déclencheur, c'est une enquête de l'IFOP faite en novembre 2020, où quelques jours, on pourrait même pas dire, une dizaine de jours après l'assassinat de Samuel Paty, cet instituteur décapité par un djihadiste d'origine tchétchène, si je ne me trompe pas, il y avait 34% des jeunes âgés de 18 à 30 ans, et ça montait même à 40% chez les 18-20 ans, 39% chez les jeunes filles, considéraient que Samuel Paty avait eu tort de montrer des caricatures pour illustrer la liberté d'opinion. Donc j'ai cherché non pas à juger, mais à comprendre pourquoi cet écart était si important. Et c'est vrai que deuxième, je dirais, dimension qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est, vous l'avez bien dit, Madame la Présidente, c'était, je dirais, cette difficulté à saisir la jeunesse comme un objet social, à la fois thème et à la fois objet, et comme elle n'est pas un bloc monolithique, quoi de commun entre un lycéen majeur, entre un étudiant, entre quelqu'un qui cherche un premier travail, entre un start-upper, entre un salarié, vous me dites si je parle trop vite, entre un salarié, entre quelqu'un qui est dans une certaine précarité, on les appelle, on les réifie sous le terme de jeunes, mais on a des réalités différentes. Cette jeunesse n'est pas un bloc monolithique. Et parce qu'elle est insaisissable, il y a toujours cette envie de lui accoler des épithètes pour essayer de la catégoriser, pour essayer de l'enfermer, si je puis dire, dans un schéma ou une catégorie ou une représentation. Alors, génération Covid, génération sacrifiée, génération Charlie. Et justement, la jeunesse n'est pas une génération Charlie. Génération digital native, génération Greta Thunberg. Il y a cette tentation de vouloir l'enfermer et qui m'a donné envie de comprendre, d'essayer d'identifier les points de décalage, de fracture, mais également les convergences, parce qu'il n'y a pas que des différences ou des fractures dans les points de vue entre les jeunes et les moins jeunes. Et pour cela, vous le disiez, j'ai utilisé un matériau absolument incroyable, dont je ne suis pas responsable. C'est
ce sont ces enquêtes nouvelle vague. C'est-à-dire qu'en 1957, Françoise Giroud, qui était à l'époque directrice d'un grand hebdomadaire français qui s'appelait L'Express, avant de devenir une femme politique, elle a été ministre, une écrivain, une intellectuelle, avait commandé à l'IFOP, qui était à l'époque le seul institut sur la place de Paris, une grande enquête sur la jeunesse. Et à partir de cette enquête, ces résultats, elle a forgé le concept de nouvelle vague. Alors, la nouvelle vague, je croyais que c'était pour le cinéma, pour la chanson. Non, c'est vraiment le nom qui a été donné à cette enquête. Et elle a été répétée tous les 10 ans, de 1957 à 1999. Puis il y a eu un arrêt, tout simplement pour des raisons assez prosaïques. L'Express avait des difficultés financières, n'a pas pu financer une nouvelle enquête. Et grâce à mon éditeur Les Arènes, on a ressuscité, on a réactivé cette enquête. Et pour comprendre un état des lieux, cette profondeur historique, cette carotte géologique, si je puis dire, permet d'essayer de comprendre comment est cette jeunesse, c'est essayer d'identifier 3 types de clivages ou de fractures. D'abord, des décalages ou des points de vue différents, vous le disiez, entre la jeunesse d'aujourd'hui, cette génération Covid, on va peut-être y revenir, et celle des générations passées, la jeunesse des années 50 en voie d'émancipation, la jeunesse révoltée, oui, moi aussi je donne des épithètes ou des adjectifs, la jeunesse révoltée des années 68, la jeunesse libérée des années 110, etc. Avoir également, grâce à cette enquête, des points de vue différents ou des points de convergence entre l'ensemble des Français et ces jeunes, et puis, 3e niveau de compréhension, parce que la jeunesse n'est pas ce bloc indifférencié, voir s'il y a des clivages, s'il y a des différences au sein de cette jeunesse. Alors, grâce à cette enquête, j'ai pu essayer de répondre à plusieurs questions. Alors, je crois que j'ai une douzaine de minutes et j'ai déjà mangé 6 minutes de temps de parole, mais je vais essayer de parler de 3 points différents. D'abord, est-ce que c'est une génération Covid ? C'est vrai que on se souvient de la phrase du président Emmanuel Macron en octobre 2020, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Est-ce qu'on peut assimiler, est-ce qu'on peut réduire cette génération ad Covidum, comme on pourrait dire en latin ? Et grâce aux données historiques, je donne une réponse assez nuancée. D'un côté, oui, parce que sur des indicateurs historiques, on a un tel effondrement par rapport aux générations passées qu'on ne peut pas ne pas avoir l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans cette jeunesse spécifique pendant cette période inouïe, inédite, hors norme. On va fêter, ou plutôt commémorer, les 2 ans du premier confinement. Quelques jours avant, les Français, et vous en souvenez peut-être, je sais, n'avaient pas du tout conscience que nous allions être fait confinés. Et c'est vrai que par rapport à des indicateurs historiques de l'IFOP, des enquêtes passées, nouvelle vague, on a eu des évolutions jamais vues. Est-ce que cette jeunesse se déclare heureuse ? C'est une question très simple, mais c'est souvent des questions les plus simples qui permettent de voir un peu, je dirais, voir au fond d'état d'esprit d'une génération ou d'une catégorie. Est-ce que c'est une jeunesse heureuse ? 27 points de moins par rapport à 1999. Alors, 1999, c'est la dernière enquête nouvelle vague. Une jeunesse plutôt, oui, une jeunesse qui découvre Internet, une jeunesse dans une période, peut-être pas de plein emploi, mais où le chômage avait beaucoup, beaucoup baissé, une jeunesse plutôt qui se projetait positivement dans l'avenir, politiquement, un système que je peux qualifier de pré-macronien, si je puis dire, qui plaisait. D'un côté, la gauche au gouvernement qui se débrouillait bien, de l'autre, un président de droite, Jacques Chirac. Il y avait un système qui plaisait. Mais 27 points de moins, c'est une évolution trop forte pour ne pas contenir une sorte de séisme. Deuxième indicateur, est-ce que cette jeunesse a l'impression d'avoir de la chance ou de la malchance de vivre à l'époque actuelle ? Sur l'item chance, 36 points de moins par rapport aux années 60. Là aussi, quand vous voyez des sondages d'opinion de l'IFOP dans les médias, vous voyez, dimanche, on a indiqué une chute de la popularité du président de 4 points. Déjà, les journalistes se sont complètement emparés de cet événement qui n'était pas si important que cela. 36 points, c'est autre chose. Troisième indicateur, est-ce que cette jeunesse a besoin d'un idéal pour vivre par rapport aux années 80 ? Des années qui n'étaient pas si faciles, des années de chômage des jeunes très fort, des années de crainte avec l'arrivée du sida, ces jeunes à qui on promettait des tucs, des sortes de petits boulots, ou pendant lesquels un Premier ministre avait dit « Vous êtes chômeurs, les jeunes, créez votre entreprise ». C'était pas non plus formidable, mais est-ce qu'ils avaient besoin d'un idéal pour vivre ?
40 points de moins sur la réponse oui par rapport aux années 80. Donc quand on a ce triple effondrement, oui, il y a sans parler de génération Covid, on a un segment générationnel qui a vécu quelque chose de très très fort. Et c'est d'autant plus net que cette jeunesse, malgré ses différences, a, je dirais, ressenti des représentations identiques sur ce Covid. Quand on les a fait travailler dans le sondage et aussi on a fait des entretiens qualitatifs pour ne pas avoir que de la mesure, mais de la compréhension du verbatim. Alors on a des jeunes qui, selon les items, entre 80 et 90%, ont le sentiment communément partagé qu'ils vont payer la dette Covid dans le futur, qu'ils ont vu leur vie affective complètement chamboulée, qu'ils ont été sacrifiés, qu'ils ont été stigmatisés. Donc tout ça forge un peu une génération. Et dans le livre, je fais référence, je fais un point commun, alors je fais très prudent, mais avec la génération de 14, la génération du feu, où il y avait eu des premières enquêtes, pas vraiment des enquêtes d'opinion, mais des enquêtes avec des entretiens auprès de la jeunesse qui allait monter au feu et qui avait conscience de la guerre avait commencé. On voyait aussi, malgré les différences sociales qui étaient très fortes, malgré les différences de mode de vie, ces représentations communes. Donc, cette jeunesse, je dis oui, c'est une génération Covid, pour les raisons que j'ai expliquées, mais elle est tellement riche, diverse, et ce terme est bien sûr très galvaudé, résiliente, que la réduire seulement au Covid est très très insuffisant. À travers toute une série de questions, on arrive à montrer avec mon co-auteur Seward Shaw qu'elle avait déjà, dès février 2021, j'aurais dû vous le dire, l'enquête a été menée en février 2021 auprès de 1500 jeunes. Alors, février 2021, c'est un moment où les Français sont très inquiets, ils sont capables de se projeter, où on vient d'échapper à un troisième confinement, mais tout le monde sent bien qu'il va advenir. Et pour autant, ces jeunes, c'est tous indicateurs d'optimisme, de projection dans l'avenir, de sentiment que la vie va leur offrir beaucoup de choses, qu'ils vont réussir professionnellement, sont à un niveau exceptionnel, jamais vu par rapport aux enquêtes passées, nouvelle vague, et très supérieur à l'ensemble des Français. Voilà, c'est la première question à laquelle je réponds, et j'aurais peut-être pas le temps d'en aborder trois, mais la deuxième, puisque nous sommes au lendemain des élections allemandes, et dans la dernière ligne droite, J-76 de l'élection française du premier tour, est-ce que c'est une génération complètement perdue pour la politique? C'est vrai que cet effet Covid n'a rien créé, mais il n'a fait qu'accélérer toute une série de tendances. Et cette tendance, c'est une dépolitisation de la jeunesse française. C'est une défiance vis-à-vis du collectif, de plus en plus. L'idée que les solutions, et on va voir la question du climat, ne viendront pas de la sphère politique, mais viendront d'autres sphères. De la sphère individuelle, on est sur une logique où l'individu est roi, où les jeunes sont sur une logique qui mieux que moi et peut faire avancer une cause, donc d'où, avec c'est très très lié à l'engagement climatique, cette défiance vis-à-vis du collectif touche les partis politiques, touche les élections, avec une abstention jamais vue depuis le début de la Ve République auprès des Français et auprès des jeunes. Vous avez en tête sans doute 84% de jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas voté aux élections régionales. Et ce mouvement de dépolitisation qui fait que, alors que dans le livre, il y a un petit historique de la participation des jeunes à l'élection présidentielle et de leur vote, on pourra peut-être y venir un peu plus tard, mais les jeunes ont longtemps cru à l'élection présidentielle, ont parfois voté autant, voire plus que les Français. Il y a l'exemple de 81, de 95, de 2007. Mais les jeunes votent de moins en moins. Ils pourraient voter pour la présidentielle, mais plus qu'on ne le pense. Mais ils sont sur une logique depuis maintenant de nombreuses années. Le Covid a accéléré les choses de vanité du vote, d'inutilité du vote. À quoi bon voter? Car ça ne change plus la vie, ça ne transforme plus son quotidien. Et tout ça va jusqu'à toucher la légitimité du système démocratique, puisque la démocratie représentative, la représentation, la représentativité, c'est un contrat de confiance. Je vous délègue mon vote, vous, candidat, et vous, en retour, quand vous êtes élu,
vous changez la vie, vous changez le quotidien. On a une batterie de questions qui a fait frémir beaucoup de journalistes, où on a un attachement à la démocratie chez les jeunes qui est beaucoup moins fort que par le passé. On a 1 jeune sur 3 qui se dit que ce serait bien que des militaires prennent le pouvoir, 1 sur 2 qu'un chef qui pourrait agir pour le pays sans se soucier des élections. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les jeunes vont aller dans les casernes et vont faire venir en France un Pinochet de pacotille, mais c'est le reflet, c'est le stigmate de cette perte de crédibilité en la capacité du politique pour changer les choses. Et pour conclure, pour ne pas trop exploser mon temps de parole, une jeunesse dépolitisée, oui, mais une jeunesse qui peut se politiser parce qu'elle est engagée, parce qu'elle est sur-engagée, et notamment sur un enjeu, la question climatique. On a des chiffres qui sont particulièrement impressionnants. 3/4 des jeunes qui se déclarent personnellement engagés sur la question du climat. Dans l'enquête Nouvelle Vague des années 50, on avait 1 jeune sur 3 qui était prêt à mourir pour la France. Dans l'enquête de 2021, on a 1 jeune sur 4 qui est prêt à mourir pour le climat. Bien sûr, il ne faut pas prendre la question au pied de la lettre, et heureusement, pas de suicide collectif, on a eu assez de malheurs comme ça, mais c'est le reflet de cette éco-anxiété et de ce hiatus entre, d'un côté, un enjeu qui provoque une inquiétude très forte, qui constitue un choc pour la jeunesse, et cette jeunesse qui n'a connu que des chocs, le choc terroriste, le profil des victimes des attentats des terrasses le 13 novembre, c'était des jeunes, le choc climatique et le choc Covid. Et sur ce choc climatique, face à cette anxiété, face à cette croyance un peu à la Paul Valéry, nous autres civilisations savons que nous sommes mortels, ils voient les politiques agir insuffisamment, c'est leur perception, ils voient les politiques procrastiner, remettre au lendemain ce qu'ils pourraient faire le jour même pour le climat, et ça crée une colère parfois sourde, et un engagement de plus en plus fort en dehors des structures partisanes. Et pour conclure, et j'aimerais bien savoir si en Allemagne vous avez pu observer des choses identiques, Monsieur Spittler, mais est-ce que cette dépolitisation d'un côté, ce surengagement sur toute une série de questions sur des petites causes, notamment des causes individuelles, des causes micro et la cause climatique, peuvent se rencontrer, provoquer une bonne surprise à l'élection française, c'est-à-dire finalement une participation plus forte que prévu chez les jeunes, ce qui est tout à fait possible, ou est-ce que de plus en plus les jeunes vont faire, comme un chapitre sur les inégalités et les discriminations, le fameux wokisme, mais on va peut-être y venir un peu plus tard, je n'en parle pas maintenant, faire de cette génération une génération qui est dans son couloir et qui fait bande à part avec les institutions, l'acte de vote et la politisation à la française. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dabi. Là, vous avez déjà répondu à la moitié de mes questions, mais non, il en reste. Je répondrai 2 fois et comme ça, c'est plus approfondi, si on. Und wir werden jetzt schon anfangen zu sehen, was sozusagen von dieser Generation Covid auch ein Echo in Deutschland und in Europa hat und wo doch auch große Unterschiede sind in dieser jugendlichen Selbstwahrnehmung. Sie zeigen uns auch Dinge. Genau. Ja, vielen. So, wunderbar. Ja, vielen Dank. Bonsoir. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie mich heute Abend hier eingeladen haben, und ich freue mich sehr, mit Ihnen in einen Austausch zu kommen und mit Ihnen zu diskutieren. Es ist ein bisschen problematisch, jetzt wieder auf Deutsch zu sprechen in diesem Gedankengang, Ihnen so schön zuzuhören. Aber ich möchte in meinem ganz kurzen Vortrag, in diesem Einblick, viele Dinge, die Herr Dabi angesprochen hat, bestätigen, auch noch einmal unterstreichen und die deutsche Perspektive dazu ergänzen. Und ich habe diesen Hashtag und Megafon den Vortrag genannt, weil ich glaube, dass wenn man sich auf ein bestimmtes Thema, nämlich die politische Partizipation, also die Beteiligung junger Menschen in Europa beschränkt, kann man viele Dinge über diese junge Generation lernen, was man dann auch auf andere Lebensbereiche dieser jungen Menschen anwenden kann. Ich habe mit dem Vortrag 2 Ziele. Ich möchte einmal bestätigen, was Herr Dabi gesagt hat, dass das Anheften von Etiketten an junge Generationen extrem nachteilig ist. Es auch selten einen Mehrwert bietet und oft eigentlich verzerrt, dass die Unterschiede zwischen den Generationen oft gar nicht so groß sind, sondern eigentlich relativ klein. Und dann möchte ich
Ihnen die Momente zeigen, wo es wirklich ganz erhebliche Unterschiede zwischen jungen Deutschen und jungen Französinnen gibt und wo es doch interessant ist, hinzublicken. Aber zuerst, was machen wir für eine Studie? Wir machen seit 5 Jahren, die TUI-Stiftung finanziert das, eine Befragung von jungen Erwachsenen in 7 europäischen Ländern. Das sind junge Erwachsene im Alter von 16 bis 26 Jahren. Und wir machen diese Befragung jährlich. Und weil so viele junge Leute jetzt auch im Publikum sitzen, also diese Daten sind ein öffentliches Gut. Sie können die nutzen, wenn Sie das möchten. Wir haben schon einige Bachelorarbeiten, die damit geschrieben worden sind. Also vielleicht ist das auch für Sie interessant. Dann sprechen Sie mich gerne an. Aber bevor ich auf die Ergebnisse dieser Daten komme, möchte ich erstmal ganz grundsätzlich über die Wahlbeteiligung, gerade das war Ihr letzter Punkt, zu sprechen kommen. Das ist die Wahlbeteiligung junger Deutscher. Und zwar seit Beginn der Bundesrepublik. Und wie Sie hier sehen, war die Wahlbeteiligung der jüngsten Altersgruppen immer unterdurchschnittlich. Also Sie sehen hier, muss man im Vergleich zu den Erwachsenen sehen, Sie sehen hier eine -9, also das heißt 9 Prozentpunkte weniger an jungen Erwachsenen sind zur Wahl gegangen 1953. Wenn Sie das vergleichen, zum Beispiel im Jahr, jetzt habe ich den Mauszeiger verloren, im Jahr 2017, es war die Wahlbeteiligung ungefähr bei 77% in der Gesamtbevölkerung und dann nur noch so ungefähr bei 69% bei den jungen Erwachsenen. Das ist deutlich weniger, aber das ist nicht massiv weniger. Und man kann auch nicht davon sprechen, dass es wirklich einen enormen Abschwung gab. Also gerade was man um die 2000er herum diagnostiziert hat, das ist eine sogenannte Mi-Mi-Mi-Generation, also die Millennials, die nur an sich selbst denken, die nicht mehr zu Wahlen gehen, sich nicht beteiligen. Das kann man nicht wirklich so sagen. Es ist eher so, dass sich die Partizipation über Zeit für uns alle, und für uns alle meine ich auch die ältesten Menschen unter uns, einfach verändert hat. Also es gibt die klassischen Verfahren, das sind Wahlen, die Kontakte einer Politikerin, die Mitarbeit in einer Partei, das hat immer mehr abgenommen. Aber dafür kam hinzu der Protest und auch der Protest, wie Sie auf dem Bild sehen, also der Protest mit Gewalt, den wir manchmal gar nicht als politischen Protest erkennen oder dem wir keine Legitimität zuschreiben. Der ist trotzdem eine Ausdrucksform junger Erwachsener in manchen Fällen, wenn er eben nicht aussieht wie Fridays for Future, nicht der, den man in der Abendschau zeigen kann, sondern eben auch Protest auf eine andere Art und Weise. Hinzugekommen ist auch das Ehrenamt. Also heute wird viel mehr Ehrenamt auch mit der Intention, einen politischen Einfluss ausüben zu wollen, gemacht. Man spendet politisch. Und es kommt hinzu die digital vernetzte Beteiligung, die dann auch wieder auf die Straße zurückschwappt. Ja, das ist das Liken, Sharen und Posten politischer Kommentare. Die meistgenutzte Form politischer Beteiligung heute ist aber der politische Konsum, also der Boykott oder der Boykott bestimmter Produkte aus ethischen, politischen Gründen. Und wenn man all diese Partizipationsformen zusammennimmt und guckt, wie haben sich eigentlich die Generationen über Zeit verhalten, dann stellt man fest, dass wir heute alle uns deutlich mehr beteiligen als noch vor 20 Jahren. Sie können auf der Grafik sehen, wie sich die Millennials, die Generation X und die Boomer zu ihrem jeweiligen Alterszeitpunkt politisch beteiligt haben. Und Sie stellen fest, es gibt hier so einen gewissen Alterseffekt. Also je älter man wird, desto mehr beteiligt man sich, ganz grundsätzlich. Und Sie sehen aber auch, dass das Beteiligungsniveau ganz grundsätzlich auch gestiegen ist mit dem Alter in den letzten 20 Jahren. Und nur hier diese kleinen Unterschiede zwischen den Generationen sind eigentlich wirklich der generationale Unterschied. Was ich damit sagen will, ist, wir haben im Gegenteil, wir haben keine sonderlich unbeteiligte Generation, sondern sie beteiligt sich sogar deutlich mehr als die Generation X und auch die Boomer. Und über die jüngste Generation, dafür sind die Daten leider noch nicht neu genug da, aber man kann davon ausgehen, dass es sich auf alle Fälle nicht weniger beteiligt. Es ist sogar so, dass mit den Straßenprotesten rund um Fridays for Futures jetzt wahrscheinlich sogar noch mehr Beteiligung sich insgesamt abzeichnet bei den jungen Erwachsenen. Aber was wollen junge Erwachsene heutzutage eigentlich? Wir sehen hier, und Herr Davier hat es angesprochen, das wichtigste Thema, das junge Erwachsene national sehen, ist der Umweltschutz. Das sind 41% in Deutschland und
29% in Frankreich, die das sagen. Und hier besteht auch eine ganz große Einigkeit. Also Frankreich ist nicht ganz auf diesem Niveau, aber es bewegt sich ungefähr auf dem Niveau von Deutschland und Großbritannien, was die Wichtigkeit des Umweltschutzes angeht, im Vergleich zum Beispiel Griechenland, die nur 9% sagen. Aber alle anderen Faktoren sind höchst unterschiedlich. Also vor allem Fragen von Jugendarbeitslosigkeit und Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik tangieren junge Deutsche wirklich nur nebenbei. Da sind Fragen wie die Digitalisierung deutlich wichtiger. In Frankreich ist es sogar so, dass Digitalisierung von jungen Erwachsenen, die wir befragen, überwiegend als Bedrohung sogar wahrgenommen wird, ja, als Bedrohung ihrer eigenen Lebenswelt. Und das ist bei jungen Deutschen ganz anders. Das wird eher als Chance und als ein gewisser Solutionismus, also der Wunsch, dass man durch Digitalisierung doch eigentlich viel lösen könnte, wird das wahrgenommen. Ich möchte auch bestätigen, was Herr Dabi gesagt hat, in der Hinsicht, was angeht, wie junge Franzosen über das politische System denken. Das ist hier eigentlich fast noch die unkritischste Grafik. Hier ist abgetragen, wie viele junge Französinnen und junge Deutsche denken, dass das politische System im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert. Und hier sehen Sie den zentralen Unterschied. Junge Deutsche denken das um die 40% und bei den Franzosen sind es nur 11%. Und das zieht sich eigentlich durch viele andere Fragen so weiter. Das Interesse in Frankreich ist extrem niedrig im Vergleich an Politik und es gibt sicherlich noch eine Reihe von anderen Faktoren, über die wir nachher sprechen können, die einfach einen großen Unterschied ausmachen, wo man sagen kann, dass junge Franzosen im Vergleich zu jungen Deutschen sich sehr, sehr wenig für Politik interessieren und auch nicht unbedingt sicher sind, dass die Demokratie, das kann ich bestätigen, the only game in town ist, so würde man das sagen. Also ist nicht, die Politik ist, die Demokratie ist nicht das einzige Instrument. Aber es gibt auch Dinge, die besser laufen in Frankreich und dazu gehört zum Beispiel der Generationenkonflikt. Also wir sehen, dass der Konflikt zwischen den Generationen, der wahrgenommene von den jungen Menschen, doch in Deutschland stärker ist. Ein Beispiel ist, wir haben gefragt, beachten ältere Menschen bei ihrer Wahlentscheidung denn eigentlich die Interessen der Jungen? Und das lehnen etwa 3/4 der jungen Deutschen ab. In Frankreich sind es nur knapp 60%. Um es zusammenzufassen, wir sehen eine Zunahme von anderen Beteiligungsformen, die nicht direkt die Arenen, die zentralen Arenen der Politik tangieren, sondern junge Erwachsene engagieren sich oft außerhalb der Politik und werden dann dementsprechend von der Politik auch nicht immer wahrgenommen. Allerdings ist die Beteiligung selbst auf einem stabilen Niveau. Die jungen Erwachsenen nehmen starke Interessensunterschiede zwischen sich und der älteren Generation wahr und zweifeln daran, ob die Demokratie wirklich handlungsfähig ist und ob sie wirklich liefern kann. Und hier ergibt sich eigentlich auch der zentrale Handlungsbedarf. Der erste Schritt wäre die Anerkenntnis von neuen Beteiligungsformen, also dass die Interessen der jungen Erwachsenen sich nicht nur bei Wahlen artikulieren. Und das gilt insbesondere für Frankreich, ich denke, darüber können wir auch noch sprechen, ist die Steigerung der politischen Selbstwirksamkeit. Die ist extrem mangelhaft, besonders in Frankreich, ist auch mangelhaft in gewisser Art und Weise in Deutschland. Das ist eigentlich der zentrale Punkt. Wenn man möchte, dass sich junge Menschen wieder an der Politik beteiligen, dann gilt es eigentlich erstmal, ihr Gefühl davon zu stärken, dass sie einen Unterschied machen können. Und damit möchte ich mich bedanken und ich freue mich sehr auf die Debatte mit Herrn Dabi und auf die Debatte mit Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön. Même si vous deux êtes d'accord qu'il ne faut pas coller des étiquettes à la jeunesse, il y a quand même un constat très fort dans votre livre que vous avez déjà évoqué dans votre introduction maintenant, qui est beaucoup plus fort dans votre livre que dans les dates que vous avez évoquées avec votre présentation, ce constat d'une jeunesse très déprimée. Et aussi une jeunesse qui se sent impuissante et qui, au même temps, a l'impression d'avoir le meilleur devant elle. Et je me demande deux choses. Vous posez la même question dans votre livre. Dans quel degré est-ce que c'est
lié que au Covid, ou est-ce qu'il y a aussi une autre façon de se demander est-ce que je suis heureuse ou pas? Parce que est-ce que c'est une déprime qui arrive avec le fait d'être enfermé, ou est-ce que ça a des racines qui sont plus importantes que cela? Et aussi de comprendre cette contradiction qu'il y a dans cette jeunesse déprimée, impuissante, qui est quand même optimiste sur son propre avenir individuel. Oui, je partage votre point de vue. C'est vrai que quand on met bout à bout différents résultats, on se dit mais c'est une jeunesse complètement qui est parfois contradictoire, paradoxale, mais elle est là. Donc on est là pour, je dirais, essayer de la comprendre. Est-ce que c'est une véritable déprime? Je ne sais pas si le mot convient. Moi, j'ai essayé de montrer à quel point c'est une jeunesse qui a subi des chocs. Des chocs, j'ai parlé du choc terroriste, du choc climatique, et l'impuissance est là. L'impuissance est là face à des acteurs jugés impuissants. Je ne sais pas si vous le constatez en Allemagne, la critique la plus forte que les jeunes adressent au personnel politique, c'est pas la fameuse ancienne tous pourris, tous malhonnêtes. Bien sûr, ils ont cette critique un petit peu larvée. Ils peuvent très vite la dégainer. Dès qu'un homme ou une femme politique est soupçonné de malhonnêteté, ou il y a un doute sur son intégrité, les jeunes ne lui font aucun cadeau, que ce soit un Dominique Strauss-Kahn après 2011 ou un François Fillon. François Fillon, dans l'histoire des scrutins sur la Ve République, est le candidat de droite qui a eu le score le plus bas, à peine 8 ou 9% chez les moins de 25 et autour de 7, je crois, chez les 18-30 ans. La critique, c'est moins tous pourris que tous impuissants. Tous impuissants à résoudre la crise, tous impuissants à changer la vie, tous impuissants à ralentir, voire stopper, ou du moins ralentir la marche du dérèglement climatique. J'avais été frappé par un verbatim d'une jeune fille de 25 ans qui nous disait, quand j'avais 15 ans, donc il y a 10 ans, j'entendais ma mère se plaindre, déplorer avec beaucoup de tristesse du fait d'être souvent moins payée et moins promue que ses collègues hommes. Et 10 ans après, cette jeune fille a le sentiment que rien n'a bougé. Voilà, c'est ce sentiment d'impuissance qui est au cœur, je dirais, comme j'en parlais tout à l'heure, ce désengagement de l'acte de vote qui fonctionne comme un réflexe. Oui. Non, mais c'est juste sur cette question homme-femme d'égalité. Vous évoquez aussi dans votre livre que c'est un des engagements en fait les plus forts dans la jeunesse, où ils peuvent se mettre le plus d'accord qu'il faut changer cela, et même s'ils se sentent impuissantes, ils s'engagent fortement, surtout dans cette question-là. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Donc, Oui, non, mais vous l'avez déclaré et vous l'avez mieux articulé que moi, si je puis dire. C'est vrai qu'il y a cette logique de tous impuissants qui leur donne envie de trouver des solutions et des moyens d'engagement en dehors de la sphère politique. Je le répète, à quelques dizaines de jours du vote, ça ne veut pas dire que la jeunesse va s'abstenir massivement. J'ai bien noté ce que vous avez dit sur un intérêt pour les questions politiques plus fortes en Allemagne qu'en France, mais on a une jeunesse qui, dans l'histoire des scrutins présidentiels, a réussi à se mobiliser très très vite lorsqu'elle a vu un but. 2002, pas le premier tour où elle a très peu voté, mais le second tour, faire barrage à Jean-Marie Le Pen. 81, changer d'air avec l'arrivée de la gauche. Donc c'est pas impossible. Maintenant, déprime peut-être avec cette succession de chocs, impuissance face à l'impuissance du politique, mais aussi optimisme. Il y a peut-être ce décalage entre grande inquiétude et angoisse collective et optimisme individuel. Croyance en soi, avec des chiffres qui m'ont absolument marqué. J'ai trouvé un peu une sorte de génération premier jour du reste de ta vie, un peu comme la chanson d'Étienne Dao. Je ne sais pas s'il est connu en Allemagne, mais peut-être, vous me direz. C'est l'idée que ces jeunes sont quasiment unanimes à dire la vie a beaucoup de choses à m'offrir, je ne raterai pas des opportunités. Pour réussir personnellement, il faut réussir professionnellement. Mais pour répondre à votre deuxième, à votre relance, à votre deuxième question, c'est vrai qu'à côté du climat, il y a un vrai combat pour l'égalité.
de la lutte contre les inégalités, la lutte contre les discriminations, qui mobilise beaucoup les jeunes femmes. Alors là où il n'y a rien de nouveau, il faut toujours faire attention à ne pas essayer de trouver de l'inédit à tout prix. La jeunesse des années 80, par exemple, était très fortement mobilisée sur des questions d'égalité, de lutte contre la discrimination, on se souvient des SOS racisme, etc. Mais il y a une différence fondamentale. Cette jeunesse des années 80 croyait pouvoir faire changer les choses via le système. Cette jeunesse-là, pas de manière majoritaire, mais on a des chiffres qui tangentent parfois les 40%, cette jeunesse-là a le sentiment, ces 40%, que les inégalités sont produites systémiquement, que l'État entretient ces inégalités, que l'État ne fait rien. D'où la porte ouverte au wokisme. On a un tiers de jeunes qui considèrent qu'il y a un racisme d'État en France. Je ne vous cache pas que c'est un chiffre qui m'a beaucoup étonné. Moi, quand j'entends racisme d'État, je suis passionné d'histoire, je pensais au Troisième Reich, je pensais à l'Afrique du Sud de l'apartheid, mais je ne pensais pas à la République française. Mais pareil, ce résultat, il ne faut pas le juger, mais il faut essayer de le comprendre. Donc il y a aussi d'autres combats, d'autres leviers qui pourraient favoriser, bien sûr, des participations, des engagements en dehors des sphères traditionnelles, mais peut-être, dans la perspective présidentielle, un surengagement le 10 avril prochain. Glauben Sie, Herr Spittler, dass es der deutschen Jugend besser geht oder dass sie wenigstens das Gefühl hat, dass es ihr besser geht? Und wie erklären Sie sich das, wenn das so ist? Ja, ich denke ganz klar, das hat auch zeigen die Zahlen eigentlich relativ klar, dass die deutschen Jugendlichen zumindest das Gefühl haben, dass es ihnen besser geht. Aber es kommt immer sehr auf die einzelnen Lebensbereiche an. Also wenn man zum Beispiel fragt, ob junge Deutsche glauben, dass die ältere Generation ihnen eigentlich das Land in einem guten Zustand hinterlassen möchte, dann sehen wir da sehr schlechte Ergebnisse für die ältere Generation. Also wir sehen, dass die jungen Deutschen vor allem ein konfliktäres Verhältnis ganz prinzipiell gegenüber den Älteren haben und daraus auch einen gewissen Pessimismus sehen, ähnlich wie Herr Dabi es gesagt hat, in dem Sinne, dass man gar nicht das Gefühl hat, dass man mit der älteren Generation arbeiten kann, was etwa Umweltschutz oder die Gleichberechtigung oder auch wir fragen viel zu den Rechten von homosexuellen Menschen oder transsexuellen Menschen, also was die Gleichstellung dieser Personengruppen angeht. Da hat die junge Generation einfach nicht das Gefühl, dass sie da gehört wird. Und ist aber doch, also das gilt definitiv für Deutschland so. Das ist eben in Frankreich nicht so ausgeprägt, aber was wir in Frankreich viel mehr sehen, ist dieses fehlende Aufstiegsversprechen. Also dieses Gefühl sehen wir in den Studien, dass man sich durch Arbeit etwas erarbeiten kann. Das ist in Frankreich dann doch, also da gibt es eine schlechte Zukunftsvoraussicht bei den jungen Erwachsenen. Und das schlägt sich dann auch in ihre Stimmung nieder, ja. Si vous voulez commenter, allez-y. Je trouve ça très, très, très intéressant parce que sur les points précédents de M. Spittler, j'ai vu beaucoup de points communs avec ce que j'observe en France pour la jeunesse française. En revanche, il l'a dit, mais je trouve qu'il y a une vraie différence sur cette guerre des générations. On a tendance à la croire imminente en France. C'est une sorte de marronnier qui vient de manière régulière, dire ça y est, il y a une guerre des générations. Il y avait eu quelques années une chanson pour les Restos du Cœur qui avait fait polémique parce qu'on avait l'impression qu'on montait les jeunes contre les moins jeunes. Les jeunes en fait, disaient « vous nous avez laissé une planète en très, très mauvais état ». Les moins jeunes disaient « nous, on a eu le chômage de masse, le sida, vous avez une vie merveilleuse ». C'était une chanson, c'était une œuvre artistique et ça crée une polémique. Mais dans la réalité, à travers l'enquête, à travers d'autres types d'enquêtes, je trouve peu de traces d'une guerre des générations si forte. C'était d'ailleurs les chiffres que vous avez montrés, cette différence d'une quinzaine de points entre les jeunes Allemands et les jeunes Français, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que cette guerre des générations plutôt, non pas larvée, mais assez absente, je l'ai vue dans le regard des jeunes Français sur la famille. Dans les premières enquêtes Nouvelle Vague, on avait la famille, bon, bien sûr, comme souvent de bonheur, mais comme lieu de conflit,
de conflits politiques. Dans les années 50, 60, dans les premières enquêtes, on se chamaillait sur le droit des femmes, sur la question des mœurs, sur la question de l'homosexualité des minorités, sur pour ou contre De Gaulle, pour ou contre la gauche qui va peut-être un jour revenir au pouvoir. Là, dans les enquêtes Nouvelle Vague des années 90, et même surtout dans celle-là, on voit la famille comme un lieu d'apaisement, comme un lieu de refuge. Alors, bien sûr, ce n'est qu'une enquête. Il y a bien sûr des cas qui contredisent tout ce que je viens de vous dire. Il faut bien avoir en tête le statut d'un sondage. C'est mon métier, mais je ne suis pas sondophile à dire qu'un sondage est la réalité. C'est un reflet de la réalité, c'est une perception. Mais je trouve que là, on a de moins en moins ces questions. Est-ce qu'on parle de plus en plus politique en famille? L'indicateur s'est effondré par rapport aux années 60 ou 70. Il y a aussi un autre point peut-être un peu plus inquiétant. Pourquoi on parle moins politique en famille? Pourquoi la famille devient le refuge? Parce qu'il y a des sujets sur lesquels le dialogue n'est presque plus possible entre jeunes et moins jeunes, parce qu'ils ne mettent pas les mêmes définitions, les mêmes mots, et ils ne se comprennent plus. Alors, je vais pas en parler ici, mais la question de la laïcité, la question des inégalités, voilà, j'ai parlé des inégalités systémiques, ça crée une vraie fracture entre jeunes et moins jeunes, et la solution trouvée par les deux groupes, c'est peut-être de ne pas en parler. Et vous dites que c'est la solution qu'ils ont trouvée, en fait, parce que c'est comme si la famille est un lieu d'affection dans lequel on se sent rassuré, mais où intellectuellement, on ne va pas aller dans la bataille parce que on a peut-être même peur de casser les liens familiaux. Mais c'est vraiment une des différences très intéressantes. Je trouvais aussi que aussi dans le débat du Covid, j'ai aussi vu qu'en Allemagne, maintenant aussi, on parle beaucoup, il y a des gens plus jeunes qui vont même insulter un peu des vieux en disant c'est le virus, ça tue beaucoup plus vous que nous, et nous, on n'a même pas laissé nos enfants jouer sur les terrains de jeu, et là, vous faites pas vacciner, c'est beaucoup plus conflictuel. Et est-ce que si je vous comprends bien, que ce conflit-là qui existe moins en France parce qu'on est plus attaché à la famille, est-ce que c'est là que vous dites ou... Je vais faire court pour laisser Marcus répondre. Oui, c'est vrai qu'il y a un chapitre sur les valeurs des jeunes. Alors, il y a un mouvement d'homogénéisation entre les valeurs des jeunes et des moins jeunes qui date des années 80-90. Il y a de moins en moins de clivage. Avant, la césure, c'était moins de 40, plus de 40. Maintenant, c'est moins de 60, plus de 60. 60 ans. Et quand on demande aux jeunes leurs valeurs, leurs mots préférés, la famille arrive en tête. La France arrive en 25e position. On a là vraiment voilà, c'est bien sûr symbolique, mais c'est vraiment ce reflet d'une famille dans laquelle et le Covid a accéléré les choses, on projette de la protection, de l'affection, du répit, mais on va essayer de ne pas casser cet équilibre. Il y a un fameux dessin en France du XIXe siècle pendant l'affaire Dreyfus, d'un dessinateur qui s'appelle Carandache, où on voit une famille unie ou peut-être des amis, une famille en train de manger et de festoyer, tout se passe bien, et deuxième dessin, ils se battent tous de manière très violente, et ils en ont parlé. Ils ont parlé en l'occurrence de l'affaire Dreyfus. Vous voyez, et je pense que beaucoup de jeunes et beaucoup de moins jeunes ne veulent pas casser cet équilibre, d'autant plus que, comme je disais, il y a des sujets sur lesquels, pour pouvoir débattre avec quelqu'un, il faut poser des termes du débat, il faut un socle commun. Et parfois, ce socle commun n'existe plus. Ce qui est peut-être inquiétant, même sûrement. Ich würde gerne eine Frage an Sie beide stellen, es sei denn, Sie wollen von Ihrer Seite aus das gerade noch kommentieren. Ja, also ich würde gerne anmerken, dass ein Generationenkonflikt ist ja nur eine bestimmte Betrachtungsweise der Realität. Also ein Frame würde man das vielleicht nennen, aus der man bestimmte Problemfelder betrachten kann. Wenn Sie den Umweltkonflikt nennen, dann können Sie den framen zwischen Personen, die eben für mehr Umweltschutz sind und Menschen, die eben diesen mehr Umweltschutz ablehnen. Und so können Sie Ihre öffentliche Debatten führen. Oder Sie führen die Debatte eben an der Konfliktlinie von Jung und Alt. Und gerade in Deutschland hat man sich sehr stark entschieden dafür, doch die Konfliktlinie
an der Frage von Jung und Alt. Man sieht das natürlich auch im Wahlverhalten. Das ist in Frankreich ähnlich. Grüne Parteien haben dann doch gerade bei der Europawahl nochmal deutlich mehr Zulauf bei der jungen Generation. Und wenn das dann auch berichtet wird in den Nachrichten oder auch so etwas wie die FDP hat viele Erstwählerinnen abgeholt, dann ist es ganz klar, dass das natürlich auch das Denken der jungen Menschen konstituiert. Und genau das kann man in Frankreich weniger sehen. Also und wenn der Generationenkonflikt auch in Deutschland wahrgenommen wird, dann ist das kein Konflikt, der eben innerhalb der Familien, innerhalb der eigenen Elternhaus stattfindet. Dort ist es vielmehr so, dass es da häufig eine Kongruenz gibt, dass sogar junge Menschen, ist ganz erstaunlich, das Gleiche wählen wie ihre Eltern. Da viel weniger Konflikt ist es sogar, viele junge Menschen geben an, ein harmonisches Verhältnis mit ihren Eltern zu führen, aber man mit so einer amorphen, abstrakten Masse der Alten ein Problem zu haben, das betrifft vor allem junge Deutsche. Also es ist, und wenn wir auf Covid zu sprechen kommen, da denke ich, gibt es schon sehr stark das Gefühl bei jungen Menschen, dass sie in dieser paradoxen Situation, in der sie selbst ja doch deutlich ungefährdeter waren, doch die Hauptlast getragen haben. Aber ich denke, wir kommen dazu, ja. Ich würde gerne zum Wahlverhalten kommen, was Sie eben auch gerade schon, auch weil das Versprechen ein wenig dieses Abends ist und weil Sie es auch gerade schon angesprochen haben. Und es ist eine Frage an Sie beide und mich würde interessieren, ob Sie auch eine Gemeinsamkeit erkennen, nämlich die folgende. Sie haben eben gerade schon gesagt, die FDP hat viele Erstwähler abgeholt und wir sehen in Frankreich, dass Emmanuel Macron bei der Altersgruppe der bis 30-Jährigen ziemlich gute Zustimmungswerte hat, also über 30%. Und das wären Sie sich da einig, dass das sozusagen eine Gemeinsamkeit ist? Kann man da sagen, also ein liberaler Präsident und die FDP, die Erstwähler abgeholt hat, ist das eine vergleichbare Gruppe? Und was mir sehr unterschiedlich erscheint, ist, ich glaube, Sie haben das jetzt in Ihrer Präsentation nicht gezeigt, aber das war was Sie mir vorher gezeigt hatten über Ihre Präsentation, die Zustimmungswerte für die AfD in Deutschland, die unter den jüngeren Wählern extrem abgestürzt sind. Und gleichzeitig haben wir in Frankreich sehr stabile Zustimmungswerte für Marine Le Pen. Also wie erklärt sich zum einen diese Gemeinsamkeit der Zustimmung zu Politikern, die liberale Werte vertreten und gleichzeitig dieser extreme Unterschied bei der Bewertung von rechtsextremen Positionen? Der Gerechtigkeit halber würden wir Sie jetzt wieder beginnen. D'accord, merci. Oui, effectivement, alors est-ce que Emmanuel Macron est un libéral? La question se pose, puisque quand on a déversé des milliards sur le quoi qu'il en coûte, et d'ailleurs ça l'aide, on peut moins se faire taxer d'ultra-libéral. Et vous savez qu'en France, libéral ou libéralisme, même auprès des jeunes, même si c'est le motisme qui plaît le plus aux jeunes, mais c'est un mot, libéralisme, que j'appelle un mot Voldemort, du nom du méchant dans la saga Harry Potter, c'est-à-dire quelqu'un, quand on prononce son nom, il se passe des problèmes. Il est rare qu'un homme politique se déclare ou se positionne comme libéral. Mais c'est vrai, et c'est un point commun avec l'Allemagne que j'ignorais, Emmanuel Macron est un président qui obtient des bons résultats chez les jeunes. Pas chez tous les jeunes. Justement, par rapport à Marine Le Pen, il y a vraiment des jeunesses dans le vote. Sur Emmanuel Macron, il obtient des scores, et on aura une enquête qui va être publiée demain matin, ça tombe bien avec TF1 LCI. Il est en tête chez les 18-30 ans, en tête, et il obtient ses meilleurs scores chez les 18-24 ans, chez les primo-votants, enfin 18-23 ans, chez les primo-votants. Parce qu'il joue à plein dans cette génération des primo-votants d'un effet de distinction. Clairement, il est différent de ses prédécesseurs. Clairement, il est différent du personnel fait politique. C'est en étant trivial une sorte d'effet Manu. Il nous ressemble un peu, il peut parler cash. Par exemple, sa fameuse phrase qui a déclenché tant de polémiques, quand il avait dit à un jeune traverse la rue pour trouver un emploi. Les plus jeunes, ceux qui ne sont pas encore dans les affres ou les difficultés de l'insertion, ont beaucoup apprécié cette phrase. Mais
toute la jeunesse ne le soutient pas. Et vous parliez de Marine Le Pen. Marine Le Pen obtient des scores très importants, non pas auprès des primo-votants, mais auprès des 25-30 ans, des 25-35 ans. La génération de l'insertion, la génération qui est en transition, elle quitte son foyer, elle ne quitte pas son foyer, elle vit, elle se met en couple, elle cherche à être propriétaire, elle cherche à s'insérer professionnellement. Il y a plus de souffrance et dans cette génération, dans cette sous-catégorie, le vote Le Pen est particulièrement important. Et peut-être une question dont je n'ai pas la réponse, peut-être que Marcus Pita va pouvoir m'aider. Sur l'histoire du vote des jeunes à l'élection présidentielle, il y a une nouvelle tendance depuis une vingtaine d'années, qui est une tendance à l'homogénéisation du vote des jeunes. C'est-à-dire une perte de la singularité du vote jeune qui vote maintenant un peu comme les autres catégories de Français, puisque dans l'enquête qui sort demain, Emmanuel Macron et Marine Le Pen arrivent en tête auprès des plus jeunes. C'est ce qui se passe auprès de l'ensemble des Français. On n'est pas dans les contextes passés où les jeunes votaient parfois beaucoup pour des candidats qui ne figuraient pas au second tour, qui ne gagnaient pas. En 81, ils avaient voté beaucoup pour Jean Marchais. En 2002, il y a 20 ans, ils avaient voté beaucoup pour deux candidats qui avaient à peine dépassé 5%. Olivier Besancenot, le candidat de l'extrême gauche, la Ligue communiste révolutionnaire, ou Noël Mamère, le candidat des Verts. À l'époque, on ne disait pas Europe Écologie, on disait les Verts. Donc, je ne sais pas si en Allemagne, on a cette même évolution d'une perte de la singularité du vote jeune. Ja, also ich glaube, es gibt sehr viele Besonderheiten noch bei den Erstwählern in Deutschland. Das kann man schon sehr klar sagen. Aber wir befinden uns auch, gerade wenn man die Präsidentschaftswahlen mit den Parlamentswahlen in Deutschland vergleicht, dann doch in sehr unterschiedlichen Systemen, die auch unterschiedliche Anreize geben. Ja, also am Schluss hat man dann in Frankreich eine Stichwahl, die einen dann doch zu anderen Entscheidungen zwingt, als es in Deutschland notwendig ist. Aber ganz grundsätzlich kann man über junge Menschen sagen, dass sie natürlich weniger eine Parteibindung haben, wie auch Sie vielleicht immer weniger. Ja, also sie wählen vielleicht nicht ihr ganzes Leben lang mehr die eine Partei, durch die sie auch Nachrichten und so weiter alles wahrnehmen. Und diese Volatilität, die eben da ist, die schlägt sich vor allem in Deutschland da nieder, dass man kleine Parteien wählt. Und ich glaube, so verstehe ich auch Sie, was quasi die ersten Runden der Präsidentschaftswahlen in Frankreich angeht. Also ich glaube, Macron stand auch bei der letzten Präsidentschaftswahl schon nicht schlecht da bei jungen Erwachsenen, wenn ich richtig informiert bin. Oder Jean-Luc Mélenchon. Das waren Leute, die junge Menschen begeistern. Und ich denke, der Punkt ist, es ist die Idee, dass bei kleinen Parteien so eine Vision dahinter steht. So eine Vision der Erneuerung, dass wir tun jetzt was, man kommt aus der Opposition, man macht es definitiv anders als die Vorgängerregierung, man beendet Stillstand. Denn das ist etwas, was wir ja schon diskutiert haben, was bei jungen Erwachsenen einfach problematisch wahrgenommen wird, dieser Stillstand. Man hat wenig Akzeptanz für die langen demokratischen Prozesse, die es dann doch oft dauert. Und man sieht Dinge einfach anders. Man sieht vielleicht die Probleme nicht. Ich möchte aber vielleicht auch auf Unterschiede zwischen deutschen und französischen jungen Erwachsenen noch hinweisen, die ich ganz interessant finde, was die Wahlen angeht. Also gerade ich kann mich noch erinnern, 2017, 2018 haben wir die Umfragen gemacht, wie stark denn der Populismus eigentlich ausgebreitet ist. Und wir nennen das populistische Einstellungen. Das ist so ein bisschen so eine Müdigkeit mit Politikerinnen, also so das Gefühl, da gibt es eine Elite und man hat selbst gar keinen Einfluss. Und diese Idee von, es gibt aber trotzdem ein Volk, das eigentlich an einem Strang zieht. Und dieses Gefühl ist in Frankreich deutlich stärker ausgeprägt. Also die jungen Französinnen haben vor allem 2017, 2018 sehr viel mehr, was wir populistische Einstellungen nennen, geäußert als junge Deutsche, fast 3-mal so viel. Das hat sich aber wieder abgeschwächt. Also es ist offensichtlich so, dass das bei den jungen Französinnen aktiviert wurde auf eine gewisse Art und Weise. Entschuldigung, können Sie das erklären, wodurch wurde das aktiviert? Also so etwas wird normalerweise aktiviert durch den politischen Diskurs. Ja, der findet sich dann auch in der Allgemeinbevölkerung wieder. Und ich weiß nicht, ob das Ihr Erfahrungswissen trifft, aber mir schien der Eindruck so, dass einfach die Polarisierung sehr stark gewesen sein muss zu diesem Zeitpunkt und dass sich das dann auch bei jungen Erwachsenen in Frankreich dann niedergeschlagen hat. Populistische Einstellungen sind jetzt wieder etwas niedriger in Frankreich, aber immer noch deutlich höher als in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern. Und das ist natürlich bedenklich, weil diese populistischen Einstellungen auch so ein bisschen verdeutlichen, dass man
die zentralen Prinzipien der Demokratie, wie zum Beispiel das freie Mandat eines Abgeordneten oder dass man eben einen Konsens erzielen muss auf eine gewisse Art und Weise und dass die Mehrheit eben nicht zwangsläufig, dass es Minderheitenschutz gibt, ja, dass die Mehrheit nicht regiert in jeder Hinsicht. Dass diese wichtigen Prinzipien, die man eigentlich über eine Demokratie wissen muss, dass es darauf ankommt, dass der Verlierer zugibt, die Wahl verloren zu haben, ja, und nicht wie Trump im Weißen Haus sitzen bleibt. Dass das eigentlich die Essenzen der Demokratie sind. Das fehlt so ein bisschen oder es ist nicht ganz angekommen bei den jungen Erwachsenen und das ist natürlich bedenklich dann, weil es dann darum geht, ob sich Demokratie erneuern kann, denn nur von uns lebt sie. Si déjà là, on peut constater un succès du populisme, on peut aussi constater un succès des pensées de la droite. Que vous écrivez, donc vous montrez dans votre livre que dans les autres sondages de Nouvelle Vague, la partie des jeunes qui se disaient de gauche était toujours beaucoup plus élevée que maintenant. Et il y a ce proverbe un peu provocatif quand on est jeune et pas de gauche, on n'a pas de cœur, et quand on est vieux et pas de droite, on n'a pas de cerveau. Mais est-ce que cela veut dire que la jeunesse française, elle n'a plus de cœur, hein, ou qu'est-ce qu'il se passe? Ce qui touche la gauche va au-delà de la jeunesse. Oui, il y a une désaffection de la gauche, une partie de la jeunesse, mais c'est une désaffection qui touche l'ensemble des Français. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous suivez les rapports de force électoraux à travers les sondages d'opinion qui sont bien sûr pas des prédictions, qui ne prennent pas en compte ce qui se passera dans les prochaines semaines, tel ou tel événement, mais jamais la gauche a été aussi faible. Jamais le total d'intention de vote pour les candidats de gauche, il y en a plus que 5, je ne compte pas l'extrême gauche pour l'instant, n'a été aussi faible. La gauche s'est évaporée, alors que quand on pose la question classique de positionnement sur un axe gauche-droite, on a toujours 44-45% des Français qui se positionnent à gauche. Donc, où sont les 20%? Où sont-ils? Ils sont dans l'abstention, ils sont chez Emmanuel Macron, enfin, voilà, ils n'ont pas disparu, mais ils se sont évaporés. Et ce phénomène touche également la jeunesse. C'est vrai que quand on regarde l'histoire de l'élection présidentielle, la jeunesse, les primo-votants, ont beaucoup plus voté pour la gauche que pour la droite, même si ils ont voté Chirac en 95, ils ont voté moins ils ont voté de manière non négligeable pour Nicolas Sarkozy en 2007, mais on est passé peut-être d'un vote de gauche qui incarnait le changement, un vote radical ou un vote de changement, un vote pour faire bouger les choses. C'est vrai que vous le rappeliez, Monsieur Spittler, en 2017, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête chez les jeunes. Et on va dire qu'il est encore de gauche. En tout cas, il se réclame de la gauche. À un moment, il ne se réclamait plus. Mais là, dans les enquêtes telles que nous les menons, il a divisé ce capital par 2. Donc, c'est une crise qui touche. Elle est moins liée au rapport des jeunes à la gauche que ce qui se passe auprès de l'ensemble des Français sur leur rapport à la gauche, sur cette perte de crédibilité jamais vue, sur cette gauche inaudible, touche par ricochet également la jeunesse. Alors là, il n'y a pas une forte fracture générationnelle, mais est-ce que c'est pas encore pire pour la gauche de perdre dans la jeunesse que de perdre dans l'ensemble de la population? Oui, dans le sens où dans le livre, je montre que ça fait partie du folklore des campagnes présidentielles, d'en appeler à la jeunesse, axer une partie de son programme vers la jeunesse. François Mitterrand en 81, quel était le programme de François Hollande en 2012? C'était l'éducation, la justice et la jeunesse. C'est vrai que ce folklore électoral, cet exercice imposé de parler de la jeunesse n'est pas propre à la gauche. L'ensemble des candidats le font. On le voit, Emmanuel Macron qui va sur des canaux jeunes. Hein. Avant, les politiques convoquaient des jeunes sur des canaux traditionnels médiatiques. Jacques Chirac, François Mitterrand, maintenant, ils vont vers les canaux jeunes. Marine Le Pen, il n'y a pas un candidat qui ne propose pas une mesure vers les jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, cette désaffection d'une partie des jeunesses pour la gauche touche également la droite, puisque c'est moins surprenant. Mais depuis Jacques Chirac en 95 ou Nicolas Sarkozy en 2007, la droite ne fait que s'effondrer. Enfin, les partis traditionnels s'effondrent auprès de la jeunesse. Emmanuel Macron, qui est un mixte
de gauche et de droite, si je puis dire, y échappent. Mais quand on fait l'addition du vote pour des partis, alors je dirais pas pour des candidats, pas populistes, mais tribuniciens, protestataires, comme auprès de l'ensemble des Français, on arrive à des niveaux extrêmement élevés. Wir haben jetzt viel sozusagen von, vielleicht kann man es einem Entliebungsprozess gesprochen von der Jugend mit der Politik, aber mich würde noch interessieren, wie, irgendwas koppelt gerade, aber nee, wie die Jugend die Art und Weise geprägt hat, wie Politik gemacht wird und wie auf sie zugegangen wird oder wie sie selbst versuchen, Politik zu beeinflussen. Sowohl wie Sie das für die Bundestagswahl analysieren können und was uns da in den kommenden Wochen für die Präsidentschaftswahl erwartet. Sie haben es ja eben schon gesagt, dass jeder Politiker und jede Kandidatin in den Kampagnen versuchen wird, speziell auf die Jugendlichen zuzugehen. Aber geht es dabei nur um die Inhalte oder geht es auch um die Art und Weise, wie man versucht, Jugendliche zu gewinnen? Vielleicht würden wir mit Ihnen anfangen, Herr Spittler. Ja, ich möchte vielleicht beginnen mit einer doch ganz interessanten Beobachtung, was dieses Werben um junge Menschen geht. Wir sehen vor allem in Frankreich im Vergleich zu deutschen Jugendlichen, dass französische Jugendliche nicht so sehr sagen können, ob sie links, rechts oder sich in der Mitte befinden, sondern wir haben fast 34%. Ich habe gerade geguckt, ob ich die Folie dabei habe, aber nein. Wir haben fast 34% bei den jungen Französinnen, die nicht sagen können, wo sie sich politisch verorten. Und wir haben da gegenüber nur etwa 10% bei den jungen Deutschen. Also ein großer Unterschied, der sich ja dann auch da hingegen niederschlägt, dass den jungen Franzosen, also zumindest aus den Studien, die wir so machen, ein bisschen die Orientierung fehlt. Und offensichtlich sie sich bei den Parteien nicht aufgehoben fühlen. Und das habe ich ja, denke ich, im Vortrag herausgearbeitet, dass man eben auf anderen Kanälen außerhalb der Politik versucht, seine eigene Stimme kundzutun. Aber das ist dann immer ein bisschen, vom öffentlichen Diskurs abhängig, ob man da wahrgenommen wird. Wenn das heute um Umweltproteste geht, dann sind die Chancen gut, dass junge Erwachsene gehört werden. Aber schauen Sie sich an, also wir hören viel auf Fridays for Future. Das sind auch immer dann die jungen Erwachsenen, die interviewt werden. Aber schauen Sie sich die ein bisschen radikalere Gruppe an, Extinction Rebellions. Das sind auch junge Menschen, ein bisschen älter, aber auch deren öffentliche Präsenz ist quasi gleich null. Und ganz ähnlich geht es anderen jungen Erwachsenen auch. Und dementsprechend fehlt, das zeigt sich eben in unseren Studien ganz stark, gerade den französischen Jugendlichen, wir nennen das eine externe Selbstwirksamkeitswahrnehmung. Also die meisten Menschen und gerade die Jugendlichen in Deutschland und Frankreich sagen das, dass sie die Politik einen nicht wahrnimmt, also dass die Politiker nicht auf einen hören. Ja, das beantworten sehr viele Menschen mit Ja. Da gibt es keinen großen Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Aber in Deutschland ist es so, dass die deutschen Jugendlichen wenigstens glauben, dass sie etwas verändern können. Also sie haben viel mehr dieses Selbstwirksamkeitsgefühl von wegen, ich kann hier einen Unterschied machen, indem ich mich beteilige. Und das ist in Frankreich doch deutlich weniger ausgeprägt, was unsere Studien zeigen. Und ich glaube, wenn Politik wirklich nachhaltig sich um Demokratie bemüht und unter Umständen auch Wahlstimmen haben möchte, dann geht es, glaube ich, schon substanziell die Interessen junger Erwachsener, und wir haben es herausgearbeitet, das sind eben Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit oder eben Umweltschutz, dezidiert auch zu beantworten. Und dann auch so Fragen wie wie Schulden. Ist das wirklich eine Hypothek für junge Erwachsene oder ist das vielleicht sogar eine Chance, weil etwas investiert wird? Also solche Fragen offen zu beantworten und eben nicht die Jugendlichen nur, ich sage mal, oberflächlich anzusprechen, um die Stimme irgendwie abzugreifen. Ja. Comment jugez-vous les essais en France d'activer les jeunes sur le champ politique? Comment est-ce que les politiciennes essayent de reach out, il me manque le mot en français là, atteindre les atteindre les jeunes.
Et aussi juste une pensée que j'ai eue là. Déjà, quand vous avez montré les images de votre présentation, il y avait l'image d'une voiture qui brûle. Et ça m'étonnerait si ça serait une image allemande. Je me disais que c'était probablement une voiture qui brûle en France. Et là-dedans aussi, dans un deuxième temps, de poser la question si la violence fait partie de la politisation de la jeunesse française, et si c'est un peu perçu comme une manière légitime de montrer sa colère et d'essayer d'influencer la politique. C'était drôle quand vous avez parler d'une voiture qui brûle. Est-ce que ça se passe en France ou en Allemagne? J'ai pensé à la petite devinette de l'émission Carambolage qui passe sur Arte, où il y a une petite scène et on dit alors ça se passe en France ou en Allemagne. J'aurais pu se dire en France pour une voiture qui brûle, malheureusement. Non, alors il y a un lien avec ce que M. Spittler a dit. Pourquoi les jeunes croient moins que se mobiliser, les jeunes Français croient moins que se mobiliser à travers des manifestations permet de changer les choses, moins qu'en Allemagne. Alors, il y a bien sûr des marches du climat en France, mais il y a moins de mouvements jeunes que par le passé. Il y a cette croyance en l'action individuelle, faire avancer sa cause, chacun à son niveau. Il y a aussi une sorte de mémoire de l'action collective qui est déficitaire, si je puis dire, en France, puisque ces jeunes, ces 18-30 ans, n'ont jamais connu un mouvement social qui a réussi en France. Les 18-30 ans, ils avaient entre 3 et 15 ans au moment des mobilisations de la jeunesse contre le contrat première embauche, le CPE de Dominique de Villepin, qui avait fait reculer, qui avait été contraint de ne pas adopter ce projet de loi controversé. Ils n'ont pas connu des manifestations contre le CIP en 1994, contre la loi de Vaquet. Enfin, ils n'ont peut-être pas connu, je ne sais pas si en Allemagne ils en ont connu plus, mais ils n'ont pas connu ces mouvements sociaux qui leur a donné une image de facilitation. Descendre dans la rue, ça vaut la peine. Ça peut avoir un résultat. Bon, ce n'est pas que ça, mais ça m'a fait penser à ça. Maintenant, est-ce que c'est une jeunesse plus violente que par le passé? Quand on voit les enquêtes Nouvelle Vague des années 70, en France, j'imagine aussi en Allemagne, avec une jeunesse qui a cru à l'extrême gauche sur toute une série de choses. Oui, je ne pense pas qu'il y a plus de violence que par le passé, mais il y a peut-être des jeunes qui vont plus s'y tourner, puisqu'ils ont le sentiment que c'est un des seuls réceptacles pour faire avancer les choses. Cette radicalité naît de, comme toujours, l'absence de résultats, le fait que l'incapacité des politiques est de même à faire avancer les choses par des voies traditionnelles. Et c'est vrai que si on revient à l'élection présidentielle, un des récits que nous font des jeunes abstentionnistes, mais aussi des abstentionnistes moins jeunes, c'est une sorte de résumé de précipité de l'histoire de France politique depuis une quinzaine d'années. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy m'a beaucoup déçu. François Hollande, c'était même pire. Et Emmanuel Macron, je suis plutôt insatisfait. C'est ça aussi qui va fabriquer de l'abstention et qui va faire que certains vont se tourner vers une action collective peut-être violente. Wollen Sie was kommentieren noch? Oder ich würde sonst... Ja. J'aimerais bien inviter vous de poser des questions. S'il y a des questions, il y a une remarque déjà sur le chat, mais s'il y a peut-être des questions aussi dans le public, c'est maintenant. Pour vous chauffer un peu, je vais alors... Ouais, on va commencer par le chat. C'est plutôt un commentaire, mais je vais vous lire. Tenez compte aussi de ce que vivent les gens. Il n'y a pas eu de professeurs décapités en pleine rue en Allemagne. Et je pense que c'était... On n'a pas encore fait cette comparaison, mais c'est vrai que quand vous évoquez les chocs que la jeunesse française a vécu, vous avez évoqué le choc du terrorisme. Et il me semble que c'est vrai que c'était beaucoup moins un choc en Allemagne. Est-ce que là aussi, on pourrait voir un des raisons pour
l'état d'âme un peu plus sombre en France qu'en Allemagne? C'est une question pour vous deux, mais on va peut-être commencer par Monsieur Spittler. Also ich denke, man kann durch alle Umfragen sehen, das betrifft die gesamte französische Gesellschaft, aber besonders auch die jungen Erwachsenen, ist, dass natürlich, wenn Fragen wie links und rechts beantwortet werden, doch französische Jugendliche deutlich rechter sind und dass Fragen wie zum Beispiel, sollte Frankreich mehr Migration zulassen, ja, deutlich negativer beantwortet werden als junge Deutsche. Aber man darf nicht vergessen, auch in Berlin gab es einen Anschlag. Die Frage ist, was hat man aus diesem Anschlag gemacht? Es ist sicherlich eine andere Situation hier in Frankreich. Ja. Sie haben eine andere Geschichte, die ist also ganz grundsätzlich anderen innerpolitischen Diskurs. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass quasi diese Frage der Migration jetzt eine Frage ist, die zu sehr wirklich jung und alt trennt in Frankreich, sondern es ist also die Frage stellt sich dann viel mehr darum, wie sollte die Gesellschaft in Zukunft mit so etwas umgehen. Und ich denke, deutsche Jugendliche würden in dem Fall jetzt wirklich dieses Wort einen liberaleren Ansatz immer wählen. Ja? Also die haben einfach nicht diesen, also die sind doch etwas linker, könnte man sagen, ja. Mais quand vous dites là, c'est avoir un attentat ou vivre un attentat, c'est une chose, et comment on réagit, c'est une autre chose. Il faut quand même aussi souligner qu'il y avait beaucoup plus de morts en France qu'en Allemagne, que l'ampleur du terrorisme est quand même plus élevée en France qu'en Allemagne. Et si on ramène ça à une question générationnelle, parce qu'il y avait... cette question se reposait avec le procès du vendredi 13 novembre, qui a lieu maintenant. Si une génération Bataclan, entre guillemets, existe, est-ce que vous avez trouvé des traces de cela? Alors, quand on interroge les jeunes sur les événements qui les ont le plus marqués, c'est une question ouverte, donc pas de réponse suggérée. Ils citent le Covid, mais ils citent juste après les attentats. Donc, il n'y a peut-être pas de génération attentat, mais il y a le choc dont je parlais. Pour autant, ce n'est pas une génération Charlie. C'est quelque chose qui m'a frappé dans le livre, c'est-à-dire que on a sur la question des caricatures, sur la question du blasphème, sur la question de l'offense, des vraies différences. Et là, c'est peut-être là que la fracture est la plus forte entre jeunes et moins jeunes, et entre très jeunes parmi les jeunes. Du côté des lycéens, par exemple sur la question du blasphème, mais c'est auprès d'une partie très majoritaire de la jeunesse, il y a une vraie difficulté à comprendre ce qui est un principe français depuis des années, qui est, en France, on a le droit de se moquer, même méchamment, d'un principe religieux, d'un dogme, d'une figure religieuse, mais il n'est pas permis, on est amené à connaître les foudres de la loi, de se montrer discriminant sur un groupe qui soit social, ethnique, sexuel, racial, etc. Et c'est vrai que chez les jeunes, il y a une sorte de grande confusion où il y a un chiffre qui m'avait frappé sur une question posée depuis des années, qui est il ne faut pas se moquer des religions pour ne pas offenser les croyants. C'est cette génération offensée dont a parlé par exemple Caroline Fourest, cette génération Snowflakes qui a été évoquée aux États-Unis, voilà, il ne faut pas la perturber, il faut lui montrer du respect, ce qui explique aussi, et là c'est un élément de fracturation forte, et c'est ça que cette génération n'est pas vraiment une génération Charlie. Quand on dit à un jeune laïcité et un adulte, c'est pas les mêmes réponses. Chez les plus de 35 ans, la laïcité, c'est séparer le religieux du politique et c'est faire reculer l'influence des religions. Ça va même parfois, au-delà de la loi de 1905, c'est faites vos fêtes religieuses, qu'elles soient catholiques, musulmanes, juives, protestantes, etc., bouddhistes, chez vous, mais pas dans l'espace public. Chez les jeunes, on est sur une définition qui n'a rien à voir. La laïcité, et dans des enquêtes qualitatives aussi, quand on ne suggère pas de réponse, c'est assurer une égalité entre les religions et c'est laisser des croyants vivre leur foi, y compris dans l'espace public. Donc là, voilà un sujet
qui montrent que cette génération n'est pas Charlie. Et vous constatez que ça, c'est une nouvelle fracture intergénérationnelle, que, disons, il y a 20 ans, on se mettait plus d'accord, ou ça ne posait pas une question générationnelle, c'est quoi la laïcité ? C'était pas un sujet de débat entre générations. Je dirais même, il y a une petite dizaine d'années, avant les attentats, avant Charlie Hebdo, c'est un travail qui a été peut-être maturé, mais on n'avait pas, on va dire, il y a une vingtaine d'années, l'IFOP a travaillé sur les questions de laïcité depuis quasiment sa création, c'est un principe français de civique. On n'avait absolument pas ces clivages. On avait parfois un clivage gauche-droite, où la gauche était plus en avant sur ces questions de laïcité. Pas besoin de dire que les choses ont aussi beaucoup changé. Et vous expliquez ça comment ? Est-ce que ça pourrait être aussi lié au fait que c'est peut-être une jeunesse qui vit plus dans la mixité que les générations avant ? Oui, plus dans la mixité. Ils sont 3/4 à dire qu'ils apprécient cette société multiculturelle. C'est une jeunesse qui est plus dans une certaine religiosité que les générations passées. Enfin, c'est une combinaison de facteurs, mais le principal, c'est cette vision très différente du religieux, de la laïcité, du rapport de la place de la religion dans l'espace public. On a quand même dans cette enquête 36% des jeunes, c'est une minorité, mais qui répondent oui à la question suivante, à la phrase suivante: la religion représente quelque chose de très important pour moi. Et là, on n'avait jamais eu un chiffre aussi haut depuis que cette série de questions est posée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ha! Oui, je voudrais vous poser une question sur les différentes structures démographiques des sociétés allemandes et françaises. Vous avez parlé des conflits entre les générations. Et est-ce que le fait qu'en Allemagne, les jeunes, la génération des jeunes est déjà numériquement moins important, joue un rôle, qu'il y a un conflit plus prononcé entre les jeunes et les moins jeunes, que les jeunes ont peut-être l'impression d'être étouffés par la partie des moins jeunes, qui sont déjà ont un point très important, surtout dans les élections. J'ai toujours frappé de voir après les élections l'âge médian d'un voteur. Est-ce que ça aussi fait une différence entre la France et l'Allemagne ? Je pose la question au podium. Alors, si c'est la question de la participation électorale, oui, elle est indexée sur l'âge, mais elle n'est pas indexée que sur l'âge. Il y a une cartographie de l'abstention et du non-vote en France et de la sortie du système électoral qui n'est pas seulement indexée sur la jeunesse. Elle est sociale, elle est liée au niveau de revenus, au niveau de diplôme, elle est liée aussi au positionnement politique. Moi, ce qui me frappe sur le dernier cycle, je sors un peu de votre question et veuillez m'en excuser, c'est à quel point, depuis 2017, le cycle électoral abstentionniste a été massif en France, que je rappelle, je mets les européennes de côté, mais à toutes les élections à 2 tours depuis les législatives de 2017, l'abstention a été majoritaire. Ça n'était jamais arrivé sous la Ve République, avec dans ce cadre-là une surabstention jeune. Et ça me paraît être un mouvement de fond et qui intervient après un mouvement qui a duré peu de temps de surparticipation électorale. La période 2005-2007, qui est assez courte. 2005, les Français et notamment les jeunes votent massivement à ce référendum, à ce texte compliqué. Et pourtant, on y a cru parce qu'on a compris le sens du vote et on a senti que son vote allait être utile. Pas besoin de vous dire que la non-prise en compte du résultat des Français avec le traité de Lisbonne a été dévastateur. Et même si ça paraît anecdotique, on continue dans nos enquêtes qualitatives à nous rappeler
cet épisode que les médias passent souvent sous silence, si je puis dire. Et puis 2007, ça a été un moment peut-être le terme est un peu exagéré, mais d'espérance politique. La fin d'une époque, celle du chiraquisme, des candidats de rupture, de renouvellement, qui chacun incarnait quelque chose de très très fort, y compris François Bayrou, et pas seulement Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, qui ont, à eux trois, fait presque plus de 3/4 du vote des Français, et dans un cadre de participation qui a dépassé 83%. Et c'est vrai que depuis, on a été de désillusion en désillusion. Et si je mets de côté des élections régionales de 2015, qui ont eu lieu 3 semaines après les attentats, il y a eu une sorte de réflexe citoyen. Il n'y a pas eu un vote depuis cette époque où on a plus voté qu'au scrutin de référence précédent. Et ça va être un des enjeux de l'élection présidentielle. D'observer ce taux de participation. Est-ce que le record du 21 avril peut être battu ? Est-ce que les jeunes vont participer à l'établissement de ce triste record ? C'est une vraie question. Et je n'ai pas la réponse car un vote ou un non-vote est quand même très fortement indexé sur la dynamique de campagne, qui pour l'instant est quand même très faible compte tenu du contexte Covid. Ja, das ist wirklich sehr interessant, dass man eigentlich einen ganz großen Unterschied zu Deutschland sehen kann, dass dort wir eigentlich wir können erwarten, wir wissen die Zahlen für 2021 noch nicht, aber wir können davon ausgehen, dass doch der Anteil an jungen Erwachsenen, die gewählt haben, deutlich angestiegen ist. Also man kann eigentlich von einer Repolitisierung in Deutschland fast schon sprechen. Und es ist eher im Gegenteil der Fall, dass die Parteien in Deutschland händeringend auf der Suche eigentlich nach fähigem politischem Personal sind aus einer jungen Generation, aus einer sehr jungen Generation. Also man sieht förmlich das Streben insbesondere der konservativen Partei danach, sich auch jung zu zeigen. Und diese Erneuerungsfunktion, die eigentlich, also insbesondere die konservative und die sozialdemokratische Parteien mal eine ganze Weile ganz gut gemacht haben, indem sie es geschafft haben, zwar nicht bei den jungen Wählerstimmen zu punkten, aber doch immer wieder genug junge Leute in die Parteien zu integrieren, dort aufzubauen und dann anschließend in ein politisches Amt zu befördern, also diese politische Schulung durchzumachen. Die haben immer größere Probleme, Personal zu finden. Und das ist dann, denke ich, auch die zentrale Botschaft, dass man jungen Erwachsenen doch klar machen muss, und das ist ein bisschen paternalistisch, aber es ist dann doch der Fall, dass Parteien, Parlamente, Regierungen der zentrale Zugangsmechanismus zur politischen Macht sind und einfach viel mittelbarer als Proteste oder andere Formen der Partizipation eben wirken, was den Ausdruck der eigenen Stimme angeht. Und um Ihre Frage noch vielleicht ein bisschen zuzuspitzen, es ist natürlich so, dass Frankreich schon eine höhere Geburtenrate auch hat. Also man hat hier schon das Gefühl, hier gibt es schon noch ein sagen wir mal, funktionierenderes System der Gesellschaft in dem Sinne, dass man auch mit 30, 40 irgendwann mal daran denken kann, eigene Kinder zu kriegen. Das ist, glaube ich, was sich so in den Umfragen zeigt in der jungen Generation, da fehlt einfach die Perspektive dafür aktuell. Es gab noch eine weitere Frage. Ich würde auf Deutsch sprechen, wenn das in Ordnung ist. Herr Spittler, Sie haben dargestellt, dass sich das politische Partizipationsverhalten von klassischen Formen zu unkonventionelleren Formen verändert, wie Boykotten oder Social-Media-Aktionen. Nun ist es ja so, dass diese Partizipationsformen viel indirekter nur in Politik wirken. Ist dann dieses Gefühl, dass eigene Perspektiven nicht genug in die Politik einbezogen werden, hausgemacht, also überspitzt gesagt vielleicht, irgendwie müsste man nicht mehr tun, als eine schwarze Kachel bei Instagram posten, damit dann die politischen Positionen tatsächlich ankommen. Und vielleicht, um ein bisschen den Dreh zu schaffen, inwiefern könnte das politische System denn verändert werden, um gerade diese Positionen auch stärker aufgreifen zu können? Ja, danke für die Frage. Also wir sehen ungefähr seit den letzten 10 Jahren so eine
nicht nur bei jungen Menschen, sondern in der Gesamtgesellschaft oder immer mehr die Auflösung sozialer Milieus, ja schon seit den letzten 50 Jahren. Es ist nicht mehr völlig klar, dass jemand, der ein Facharbeiter ist, zwangsläufig die SPD wählt. Und genau das sehen wir jetzt natürlich auch, was die Differenzierung der Interessen. Also man hat wirklich manchmal Spezialinteressen, nach denen man wählt. Und eine Wahl, selbst wenn man wie in Deutschland wirklich ein breites Potpourri hat, eigentlich aus dem man wählen kann, vielleicht nicht unbedingt immer erfolgreich, zwingt natürlich zu einer Entscheidung, zu einer Festlegung, zum Kauf eines Pakets. Und gerade junge Leute sind dazu nicht bereit. Also sie sind vielleicht bereit, bei einer Wahl noch die Stimme für eine Partei abzugeben, aber quasi für das Paket einzutreten, in die Partei einzutreten und zu sagen, die Grünen repräsentieren mich voll und ganz. Also diese Verknüpfung des eigenen Ichs mit dieser Partei, da sind sie eben immer weniger bereit. Und ich denke, das ist ein Widerspruch, der einfach in unserem demokratischen System angelegt ist, den man, glaube ich, nur durch Bildung irgendwie vermitteln kann, dass es dann, dass bei jungen Erwachsenen dann doch die Bereitschaft erzeugt werden muss, sich eben diesem Paket auf eine gewisse Art und Weise anzuschließen. Also das ist genau diese Einsichtsfähigkeit in, dass Politik auf der einen Seite das Vertreten der eigenen Interessen bedeutet. Und ich glaube, das ist das, was auch im Demokratieunterricht gerade sehr stark gemacht wird. Also dass es immer um einen persönlich geht. Aber in Wirklichkeit geht es natürlich bei Demokratie eigentlich um das friedliche Management unseres Kollektivs. Ja, und die friedliche Beilegung unserer eigentlichen Auseinandersetzungen. Und dass das der zentrale Mechanismus von Demokratie ist und viel weniger das Ich im Mittelpunkt steht. Das ist genau die Botschaft eigentlich, die ankommen müsste. Genau. Voulez-vous réagir aussi, Monsieur David? Non? Ouais, d'accord. Il y a une autre question là-bas dans la salle. Bonjour. Bonjour. Oui. Il y a une grosse différence en fait entre la jeunesse française et la jeunesse allemande. Je pense qu'on peut la situer aussi par l'histoire, le vécu des jeunesses qui sont différentes en Allemagne et en France. Je pense que la jeunesse française a été déçue pendant de nombreuses années et les perspectives qu'on lui donne ne sont pas très reluisantes. Et donc, en fait, ma question est toute simple. Est-ce qu'on n'est pas plus proche de la rupture que de la fracture, maintenant, au niveau de la jeunesse? Parce que, en fait, je crois que beaucoup, même ceux qui ont réussi à s'insérer, ont peut-être fait un pas de retrait dans la tête et dans les perspectives qu'ils ont pour l'avenir, pour leur pays et pour eux-mêmes, en fait. Merci, monsieur. Je trouve que c'est effectivement une excellente question. D'ailleurs, on l'avait peut-être senti dans le livre quand l'éditeur nous a demandé de mettre sous la fracture, qui est un terme, voilà. Il y a eu un film qui est sorti qui s'appelle comme ça, qui est un terme un peu générique. Comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession. Et c'est une hypothèse plausible. Même une jeunesse insérée socialement, qui vit bien, ne va-t-elle pas de plus en plus se retourner, se replier sur elle-même, sur son univers local, sur des actions personnelles, individuelles, et non pas sur des actions, collectives. Et c'est vrai que ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire le décalage entre l'envie que les choses changent sur des sujets comme le climat, comme d'ailleurs la jeunesse. C'est la jeunesse qui a imposé les termes du débat. C'est la jeunesse qui a fait que les Français ne parlent moins d'environnement et d'écologie que du mot climat, qui avant était un mot qui était que l'apanage des jeunes. Et sur ces questions de climat, d'inégalité, ou le sentiment que les choses sont vaines, que l'action politique n'avance pas, est-ce qu'il va pas y avoir une tentation qu'on a aussi dans d'autres groupes sociaux? On dit que souvent que les plus riches font en fait sécession. Est-ce que c'est pas ça dont parlait aussi mon collègue de 25 ans et ami Jérôme Fourquet quand il a parlé de l'archipel français? Est-ce qu'on n'est pas à la veille d'une archipélisation de la jeunesse? C'est pas impossible, c'est contre-intuitif avec ce que je vous ai dit au début de notre échange, quand j'ai essayé de montrer que cette génération Covid a au contraire cimenté des jeunes très différents entre eux autour de représentations communes, mais quand ce Covid va
finir par être mis à distance et allez, pourquoi pas disparaître. Est-ce que face à des échecs de nouveau des politiques, même si je trouve qu'on leur en met beaucoup sur le dos, et je trouve également que les partis politiques, si décriés, je ne sais pas si en Allemagne c'est le cas, laissent beaucoup plus de place que par le passé aux jeunes. Il n'y a qu'à voir la génération de jeunes maires de droite en 2014, la génération de jeunes députés d'En Marche, les militants, où il y a beaucoup de jeunes qui trouvent leur place. Est-ce qu'on n'est pas aussi à la veille peut-être d'une rupture plus que d'une fracture? J'ai pas la réponse, mais c'est une hypothèse plausible. Ich würde vielleicht auf 2 Arten noch ergänzen wollen, was Sie gesagt haben. Also den Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland, was die spezifische Geschichte angeht, sieht man ganz klar bei Fragen der europäischen Integration. Da sind Deutsche und junge Spanier sind sehr pro-europäisch. Sie haben sehr wenig eine nationale Identität, sondern nennen sich sogar manchmal in erster Linie, ich bin zuerst Europäerin und danach bin ich Deutscher oder Spanierin. Das ist ganz anders in Frankreich. Da ist quasi die nationale Identität spielt eine wesentlich größere Rolle. Und das betrifft alle weiteren Fragen, die in die ähnliche Richtung gehen, ob es eine vertiefte europäische Integration geben sollte. Da ist man doch in Frankreich deutlich skeptischer. Es gibt aber, glaube ich, für die deutsche und die französische Jugend auch eine Gemeinsamkeit, die uns vielleicht ein bisschen hilft, die aktuelle Situation der Jugendfatigue ein bisschen zu beschreiben. Ja. Und ich denke, betrifft beide Länder. Das ist die Sparpolitik der letzten 10 Jahre. Die jungen Erwachsenen ernten vielleicht weniger Schulden, aber sie sind natürlich auch diejenigen, die jetzt auf gesparter Infrastruktur ihr Leben zusammenbauen müssen. Und in Deutschland betrifft das insbesondere die Digitalisierung. Und Sie sehen das ganz deutlich, dass man dort einfach vor 10 Jahren keine Investitionen mehr gemacht hat und der Staat sich eigentlich zurückgezogen hat. Und dementsprechend kommt vielleicht, das müssen Sie mir beantworten, aber das wäre eine Hypothese, vielleicht auch in Frankreich diese Müdigkeit mit dem Staats- und der Rückzug auf Startups oder was Sie vorhin erwähnt haben. Also, dass man dort vielleicht eher den Heilsbringer sieht. Und das wäre natürlich dramatisch für unsere Staatsform. Gibt es noch weitere Fragen? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Dans le chat, est-ce que j'avais l'impression que j'avais ouvert... Ah non. Il y a juste une question que vous venez d'évoquer vous-même. Im Allgemeinen ist die Meinung von der Europäischen Union in Deutschland besser als in Frankreich. Gilt das auch für junge Erwachsene? Ja. Mais je reste quand même dans le chat pour un instant parce que je vous ai posé la question du chat où une personne qui nous regarde via Zoom disait que il n'y a pas des professeurs décapités en pleine rue en Allemagne et elle voulait juste réagir à vos propos. Je cite, je lis ce qu'elle écrit. Ne dites pas que les jeunes réagissent de telle ou telle façon si vous n'en savez rien, tant que la situation ne s'est pas produite. Cessez de nous présenter une jeunesse allemande libérale et ouverte, contrairement à une jeunesse française qui serait réactionnaire et plus arrière. C'est pas du tout ce que monsieur Je suis d'accord. Moi-même, on dit ce soir, mais bon, chacun est libre de son avis. Mais je voulais juste quand même... faire vivre le Zoom en disant que si quelqu'un est dans la salle, cette personne a quand même le droit de contredire ce qui était dit et on va pas faire semblant comme si tout le monde sur Zoom était super gentil et calme. Il y a des choses qui se passent. Et on a très bien compris par contre que vous nous avez pas expliqué que la jeunesse française est réactionnaire et en arrière. Mais peut-être parce que moi aussi, j'ai quand même envie d'essayer de sortir de cette soirée avec un peu, je sais pas, je veux pas dire optimisme, mais un peu d'élan peut-être. Et j'ai pensé à quelque chose dans votre livre où vous écrivez que vous avez déjà dit ça au début, mais que c'est une génération qui se projette beaucoup dans son avenir personnel en pensant, il y a quelque chose qui va arriver pour moi, en fait. Et
alors que peut-être cet élan, c'est pas juste un élan individualiste, mais on pourrait être surpris de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Oui, d'ailleurs, pour finir, vous me faites penser à un chiffre que je n'ai pas donné. C'est pas qu'une projection individuelle, même si ça compte, et on a vu cet individualisme. Et d'ailleurs, je me suis demandé à la fin si je ne vais pas conclure sur une jeunesse française qui s'est américanisée, mais c'est tellement stéréotypé. Mais quand je vois cette jeunesse qui croit plus en l'individu qu'au collectif, qui empreinte de religiosité, défiante vis-à-vis de l'État, il y a quand même des ferments. Je n'ai pas parlé parce que je ne suis pas spécialiste aussi de cette jeunesse Netflix, de cette jeunesse qui est touchée par les algorithmes. Mais il y avait un chiffre que je trouvais très intéressant par rapport aux enquêtes Nouvelle Vague des années 50. On demandait dans les années 50, est-ce que votre génération est une génération à part et différente de celle, des jeunesses passées et de la population française? On avait à peine 17% des jeunes des années 50 qui disaient oui. Notre dernière, c'était à peine un tiers en 68. Pourtant, dire qu'on n'est pas à part, l'enquête a été faite en avril 68, c'était quand même drôle de ne pas avoir senti que oui, elle serait à part, cette génération de 68. En 2021, on a quasiment 90%, 87% des jeunes qui se vivent comme une génération à part. Donc voilà, il y a cette confiance en soi, elle n'est pas que individuelle, elle est peut-être aussi collective. Une jeunesse qui attend la vague pour nous réserver des bonnes surprises. Là, je sors les rames de l'optimisme, mais pourquoi pas. Je pense que c'est pas une question pour ce soir, mais évidemment la question derrière tout ça, c'est est-ce que c'est une question d'éducation en fait? Est-ce que on élève nos enfants d'une autre manière c'est pour peut-être eux qui nous élèvent aussi. Pardon? C'est peut-être les enfants qui nous élèvent aussi. Donc c'est pas que les parents qui élèvent les enfants. Bah non, chez moi ça se passe autrement. Haben Sie zum Abschluss noch ein Kompliment, was Sie gerne der französischen Jugend machen würden? Also Sie haben sich immer als ein sehr interessantes Studienobjekt quasi dargestellt. Und es ist auch wirklich immer spannend, auch mit jungen Menschen aus diesen 7 europäischen Ländern, die ich hier zu tun habe, ins Gespräch zu kommen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht noch auch ganz kurz noch ins Gespräch kommen wollen. Denn ich glaube, es ist natürlich nichts verloren hier. Ja. Ganz kurz noch, auch wenn es jetzt ein wunderbares Schlusswort war, aber jetzt habe ich mich doch direkt gefragt, wen haben wir denn jetzt übersehen heute Abend? Also zum Beispiel an die Menschen, die uns jetzt auf Zoom zugehört haben und die dachten, stimmt, ich will wirklich meine Bachelorarbeit über ihren Datensatz schreiben. Welches Land hat Sie da am meisten überrascht? Es ist vielleicht gar nicht so sehr das Land. Also Sie können auch übrigens gerne die Bachelorarbeit mit diesen Daten schreiben, nicht genau, also es sind dann Ihre. Was wir, glaube ich, übersehen haben, ist diese starke Diskrepanz, was die Abhängigkeit vom Elternhaus angeht. Wenn Sie aus einem intellektuellen Elternhaus kommen, dann sind Ihre Chancen einfach deutlich besser, dann ist Ihre Beteiligung besser, dann ist Ihre politische Involvierung. Und diese Diskrepanz wird immer stärker. Und ich glaube, das ist etwas, was heute Abend ein bisschen zu kurz gekommen ist. Aber ich habe die Hoffnung, dass Sie sind alle kluge Menschen, dass Sie das mit nach Hause nehmen und ihren mittragen und sich vielleicht überlegen, wo Sie selbst mit Privilegien ausgestattet sind, die vielleicht Leute verhindert haben, die heute Abend nicht hier sind. Ich zitiere jetzt nochmal, was Sie vor 2 Minuten gesagt haben. Es ist noch nicht alles verloren. Et avec cet esprit-là, je vous remercie beaucoup d'avoir, de nous avoir... Honnêtement, j'ai peur que j'aurais dû utiliser le subjonctif là. Et en pensant à ça, je me suis complètement perdue. Mais merci beaucoup et merci à vous aussi d'être là. Et peut-être je sais pas si c'est légal ou illégal dans la période Covid qu'on boit encore un verre dans. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ok, à tout de suite. Un très grand merci à tous les intervenants. Merci. Et oui, merci infiniment aux 2 traducteurs. C'est incroyable ce que vous faites. Vielen Dank.